Donc ce panel m'intéresse tout particulièrement si on pense un peu à ce qu'on vit en ce moment au Fonds Solidarité. D'ailleurs, ce matin, je sors d'un atelier stratégique qu'on a fait avec notre équipe d'investissement où on se posait beaucoup de questions sur tous les cas d'usage qu'on fait en ce moment, les tests, les pilotes qu'on a. Donc je suis vraiment très excitée de vous recevoir et j'ai bien hâte d'avoir cette discussion. Donc sur ce, on va commencer. Alors en introduction, je vais vous demander chacun, s'il vous plaît, de nous présenter vos entreprises, votre mandat brièvement et de nous parler un petit peu de vos premières expériences en entreprise avec l'IA. Alors on va commencer par toi, Jonathan. Oui, avec plaisir. Mon nom est Jonathan Durocher. Je suis président de la financière Banque nationale gestion de patrimoine. Notre mission, elle est très simple, c'est d'aider les 270 000 clients que nous avons à travers le pays à atteindre leurs objectifs de vie avec leurs conseillers et leurs conseillères qui vont leur donner des conseils personnalisés, mais ils vont le faire à travers des décennies. Donc, pas juste sur 2-3 ans, mais sur 10, 20, 30 ans. Puis, ma première expérience avec l'intelligence artificielle, étant un peu un nerd, j'étais un des premiers à utiliser ChatGPT. Et pour vous donner un peu une idée du mindset, la première question que j'ai posée à ChatGPT était « Est-ce que vous allez remplacer le rôle des conseillers et des conseillères en gestion de patrimoine? » C'était ma première question. Et j'ai marqué « S'il vous plaît ». Donc, j'étais encore très poli avec l'intelligence artificielle à l'époque. Et la réponse m'a vraiment impressionné. Ils ont donné, entre autres, une réponse que j'utilise encore aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment une réponse de ChatGPT qui disait simplement que non, on ne va pas remplacer le rôle des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine parce que l'argent, c'est émotif. Nous, ce qu'on peut faire, c'est améliorer les expériences, mais on ne peut pas remplacer la relation de quelqu'un avec son propre argent. Et j'ai fait wow! Je voulais donner un high five à l'ordinateur. C'était vraiment une belle réponse. Puis, ça m'a ouvert les yeux à la force que ça va avoir pour autant améliorer nos expériences que celles de nos clients, que celles de nos conseillers. Et nous, on aime bien dire que le patrimoine de quelqu'un, c'est la différence entre les revenus et l'ego de la personne. Fait que tant que l'être humain va avoir un ego, on va avoir besoin d'humains, mais de l'autre côté, pour les aider avec ça, mais de l'autre côté, l'intelligence artificielle, définitivement, va nous aider à améliorer les expériences. À toi, Vincent. Bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous aujourd'hui. Vincent Fraser, nouvellement arrivé chez Crésus. Je vais vous parler rapidement de Crésus. Crésus, une entreprise fondée en 1987, un leader dans le Wealth Tech, donc un segment de la FinTech ici au Canada, établi à Montréal, avec des bureaux à Toronto et à Genève. On sert plusieurs institutions financières, plusieurs types d'institutions financières, des banques, entre autres avec Jonathan et toute l'équipe de la financière Banque nationale. Historiquement, en fait. Oui, historiquement, c'est le premier client de Crésus, avec les coopératives financières, des gestions des firmes de gestion de patrimoine et autres. Puis vraiment, on est spécialisé dans la gestion des portefeuilles d'investissement, des notions de modélisation puis de rebalancement, gestion des risques, gestion de la conformité, tout ça supporté par des API. Je me suis joint, moi aujourd'hui, mon mandat, c'est de développer Crésus, l'amener à la prochaine étape avec un plan de croissance. Ce plan de croissance-là tourne autour de développer et d'amener des nouvelles innovations dans le marché pour répondre à des besoins de Jonathan, mais également de nos clients. À la question sur mon expérience ou notre expérience en IA, je peux vous dire que je ne suis pas plus fier de dire que ça fait depuis 2018 qu'on a un lab, fait qu'on a un Crésus Lab. Il y a certains membres ici parmi vous qui en font partie. Et ce lab-là, en fait, teste plusieurs choses. Donc, les exemples que j'avais à vous donner sont les suivants. Je voulais juste vous partager quelques exemples de prototypes d'innovations qu'on a testés. Ces innovations-là, on est en train de les raffiner avec certains de nos clients, puis vont faire partie de l'évolution de nos suites de solutions. Quelques exemples qui, j'espère, vont pouvoir vous parler. Un, identification automatique d'événements dans des portefeuilles. Donc, comprendre le marché puis être capable de fournir à nos utilisateurs, aux conseillers de Jonathan et de d'autres institutions, la capacité de ramener ça sur du market insight, la possibilité d'interagir avec les solutions dans un langage naturel qui vont permettre de pouvoir simplifier des recherches plutôt complexes. Donc, faire en sorte qu'on puisse, un peu comme on fait avec ChatGPT, lui poser une question et que notre application soit en mesure de dire, bien, en fait, voici la réponse, voici la recherche que tu cherches à avoir, voici l'information, tout ça pour faciliter l'utilisation des solutions.
des assistants intelligents qui permettent de mieux comprendre l'usage de nos solutions. Donc, au lieu d'aller dans des fonctions d'aide à l'utilisation de nos solutions, s'assurer qu'on a des assistants intelligents qui permettent de faire tout ça. Masquer des données sensibles. On est dans un environnement où les données de nos clients, les données des firmes avec lesquelles on travaille sont très sensibles. On doit sécuriser ces données-là. Donc, on a développé, entre autres, des solutions qui permettent de masquer automatiquement certaines informations dans des textes, des informations qui sont jugées confidentielles, possibilité de vulgariser des documents financiers, des rapports financiers, et ainsi de suite, dans le but de pouvoir fournir ce type d'analyse-là à des clients. Puis finalement, un assistant qui permet en fait d'évaluer un risque de conformité entre un portefeuille d'investissement d'un client versus la politique d'investissement qui a été convenue avec cet investisseur-là. Donc, bref, notre équipe travaille sur plusieurs fronts en même temps. C'est nouveau, mais c'est quelque chose qui nous excite énormément, puis on a bien hâte de continuer nos développements sur ces bases. Merci Vincent. Simon? Ben ouais, merci. Bonjour tout le monde. Simon Leroux, président fondateur d'Optionality, FinTech de Montréal, récemment fondé. Le problème auquel on s'attaque essentiellement, c'est qu'on est en train de vivre la plus grande vague de transfert d'entreprises privées. Ça va, dans les 10 prochaines années, ça va s'accélérer. J'ai vécu le problème moi-même. J'ai récemment vendu ma dernière entreprise, une start-up en IA, dans le fond, en 2023. Donc, j'ai vendu à un fonds d'investissement privé américain. Donc, j'ai vécu le problème que j'essaie de résoudre avec l'intelligence artificielle. C'était ma première expérience avec l'IA. Ce qu'on faisait, nous, dans le temps, c'est qu'on faisait des modèles prédictifs. On essayait de prédire quelles entreprises étaient pour prendre de l'expansion à l'international. On vendait nos données, nos modèles à des organismes de développement économique puis à des firmes de consultation comme McKinsey, dans le fond, qui utilisaient nos données pour faire des décisions. Puis le nouveau problème auquel je m'attaque maintenant, comme je disais, c'est d'aider les aviseurs en financement d'entreprise, puis en transfert d'entreprise, donc M&A, investment banking, private equity, à travailler proactivement avec les entrepreneurs qui opèrent des business pour les aider à faire ce transfert d'entreprise. Donc, on utilise l'intelligence artificielle, l'IA générative. J'essaie de trouver la traduction en français. Moins intéressant que GenAI, mais grosso modo, on aide les aviseurs à faire une évaluation d'entreprise. Donc, c'est quoi la valeur de l'entreprise? C'est quoi le meilleur moment pour vendre ton entreprise? Puis, qu'est-ce que tu devrais faire comme entrepreneur pour maximiser la valeur pour une sortie intéressante? Donc, je pourrais donner des exemples très concrets de ce que l'on a mis en place, de quelle façon on utilise différents large language models, de quelle façon on utilise également des modèles prédictifs. Donc, merci de l'invitation. Merci Simon. Et Réa? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation aujourd'hui aussi. Je pense que c'est ma 8e ou 7e édition au Forum FinTech, première fois sur stage, donc il y a du progrès. Je suis directrice des partenariats à MILA. Pour ceux qui ne connaissent pas le MILA, c'est l'Institut de recherche en intelligence artificielle du Québec. Donc, ça a été fondé comme une OBNL en 2018, mais existe au fait à l'Université de Montréal comme un centre de recherche depuis plus de 40 ans. Donc, au fait, notre rôle dans l'équipe de partenariat est de faire la liaison entre le monde académique, les chercheurs, les équipes de recherche appliquées et le monde industriel, donc les entreprises, au fait. La mission de MILA répond aussi à la mission du gouvernement d'adoption de l'IA et surtout par une approche d'IA responsable, de AI for good et aussi de sentir les bienfaits de l'IA dans la société. Donc ma première expérience avec l'IA, au fait, était peut-être vers une IA non intelligente, je dirais, donc surtout dans l'automatisation. Donc j'ai un background en gestion de portefeuille, en gestion des risques. Donc cette expérience-là visait surtout à automatiser des tâches répétitives, à produire des rapports aussi, des rapports de performance aux clients, de les envoyer d'une façon plus automatisée, donc plus pour optimiser le temps aussi des gestionnaires de portefeuille et pour avoir plus d'accès aux données un peu plus rapidement. Donc là, depuis 6 ans, au fait, donc avant MILA, j'ai été chez Ivado, qui est un institut sœur de MILA, où j'ai accompagné des entreprises en finance
dans différents secteurs, dans leurs projets d'IA, donc Roesus, la Banque nationale aussi et d'autres. Et les projets là tournaient autour un peu des mêmes sujets qui ont été mentionnés, donc oui, l'automatisation des tâches, mais aussi la détection de fraude, la détection d'anomalies, la génération de données synthétiques, la génération de rapports. Donc, je pense qu'on passera par des cas d'usage, mais oui, il y a plusieurs aspects où on peut utiliser l'IA puis qui pourrait présenter de belles opportunités. Merci Réa. Donc, comme vous avez pu le constater, fidèle après, un peu à notre approche au Fonds Solidarité, on va essayer de garder ce panel le plus pratico-pratique. On va donner beaucoup d'exemples pour pouvoir avoir un échange sur des choses qui existent déjà ou des choses qui arrivent bientôt au marché, pas des imaginations. Et puis, on va aussi s'assurer d'aborder la question de la transition juste, puis garder l'humain à l'intérieur de toutes ces discussions-là comme étant une priorité. Donc, je vais commencer avec la première question, à toi Vincent. Donc, comme on peut le constater, l'IA commence à révolutionner un peu les stratégies et les processus décisionnels en investissement. Donc, si tu peux nous parler un petit peu des grandes catégories d'applications en IA qui aident en termes de productivité, mais aussi en termes de prise de décision, puis en donnant des exemples bien sûr concrets pour qu'on puisse mieux comprendre. Merci. En fait, pour moi, il y a 4 grands personas quand on parle de la gestion de patrimoine. Il y a les conseillers financiers, il y a les gestionnaires de portefeuille, il y a les firmes et il y a les investisseurs, les clients des firmes qui font de l'investissement. Si je ramène ça à ces 3 personas-là, d'un point de vue, en fait, du conseiller financier, ce qu'on cherche, c'est à améliorer sa performance à travers de la productivité. Cette productivité-là lui permet, en fait, justement de maximiser, minimiser le temps passé sur des tâches plutôt administratives d'ordre opérationnel et de maximiser le temps qu'il a avec des clients. Parce que pour nous, la gestion de patrimoine, c'est avant tout humain. Puis, il y a plein de cas d'usage. Je vais vous en nommer juste quelques-uns. Il y a évidemment, puis je l'évoquais peut-être plus tôt, copilotes, des assistants, des prises de notes, simplifier des tâches relativement simples, des sommaires de compte. On rencontre un client, on va avoir juste une mise à jour très, très rapidement, facilement, pour pouvoir se préparer à une rencontre avec un client, de pouvoir donner cette capacité-là au conseiller. Puis toutes sortes d'outils de planification qui permettent de prévoir ou de proposer les prochaines best next action pour vraiment faire en sorte, encore une fois, que le conseiller est accompagné avec son assistant personnel. Le deuxième persona, qui est le gestionnaire de portefeuille, en fait, on veut l'aider principalement à la prise de décision. On veut faire ça en lui permettant non seulement d'identifier des événements, de voir, selon le marché, des propositions de personnalisation, d'ajustement de modèles financiers ou autres, comprendre un profil de risque, proposer des solutions de gestion de risque associées, et ainsi de suite. Puis, tout ce que je vous dis là, c'est certes, oubliez le contexte Crésus, le marché travaille sur ce type d'innovation-là. Je veux dire que ce soit ici au Canada, que ce soit aux États-Unis, sur d'autres marchés. Donc, il y a beaucoup d'actions dans ce domaine. Au niveau des firmes, je dirais que le focus principal est l'atténuation des risques. Donc, s'assurer en fait qu'on assure une bonne conformité, c'est encore plus important dans un contexte d'utilisation de l'IA, puis qu'on peut outiller les firmes à anticiper possiblement des enjeux possibles de conformité pour des fins de risque. Puis finalement, pour les investisseurs, pour nous tous, en tout cas, j'espère un grand nombre dans cette salle, ça peut nous permettre de vraiment améliorer la communication qu'on a avec nos conseillers, de vulgariser l'information qui peut être parfois assez complexe pour tous et chacun. Donc, essentiellement, c'est pour moi, si je regroupe ça en 4, c'est les 4 groupes. Il y a beaucoup d'avancées sur tout ça. On va parler plus tard des enjeux réglementaires qui mettent un cadre, ou du moins qui aident à mettre un cadre sur ce qu'on peut faire et à quel rythme on peut intégrer ces innovations.
Merci Vincent. Donc pour faire le point avec ce que tu viens de dire, on sait que les grandes banques, notamment celles en Amérique du Nord, ont été pionnières dans ces démarches-là d'intégrer l'IA, ont investi de façon importante en termes d'innovation pour atteindre une efficacité opérationnelle. Je lisais dans un article récemment, comme tu disais, la Bank of America utilise notamment l'IA pour recommander des stratégies d'investissement personnalisées à leurs clients, pour faire de la rétention, puis chercher l'engagement au niveau des clients, mais surtout aussi pour l'adoption de nouveaux produits. Donc, Jonathan, si tu peux nous parler un petit peu au niveau de la Banque nationale, gestion de patrimoine, comment vous utilisez l'IA aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Puis, il y a beaucoup des points que Vincent a mentionnés. D'ailleurs, on travaille de très près avec, évidemment, l'équipe de Crésus. On travaille avec des équipes chez GE, également sur quelques équipes un peu à travers les différents channels, même des jeunes fintech, sophistiques, autres, à qui on explore des options. Et chacun amène sa propre sauce. Et ce que je peux vous dire, moi, j'essaie de mettre dans vos souliers, qu'est-ce qui va être pratique pour vous d'entendre aujourd'hui, à ton point, c'est que je vais vous dire qu'est-ce qui arrive après une couple de mois qu'on utilise ces différents logiciels de fintech pour, en intelligence artificielle, qu'est-ce qui arrive sur le terrain avec les conseillers, conseillères et les clients? Une couple de découvertes qu'on a eues. La première, c'est que, exemple, il y a des logiciels comme Copilot ou autres qui permettent de faire des bons résumés pour les gens. Ça, c'est vrai, ça sauve du temps. Mais la réalité, c'est que les résumés doivent être transcrits et il faut dire aux clients avant qu'on transcrit la conversation. Je peux vous dire qu'il y a des êtres humains qui se mettent à plus parler pareil. Ils se mettent à sauter, ils se mettent à être sur la défensive, et ils ne parlent plus comme ils devraient parler à leurs conseillers, à leurs conseillères, parce qu'ils se sentent qu'ils sont présentement sous écoute. Alors que ce n'est pas le cas, on veut juste aider, on veut faire un résumé. Mais je tiens à vous le partager, parce que autant que l'idée est super belle sur un PowerPoint, la réalité terrain, c'est qu'il y a de la gestion de changement. Un autre cas classique, évidemment, les logiciels permettent d'avoir des versions abrégées de lettres au marché pour résumer ce qui se passe dans les marchés boursiers. Et donc, on a quelques conseillers qui ont commencé à utiliser ça pour finalement avoir pas mal tous la même lettre. Et au final, là, ils disent « Oups, il faut que je rajoute une couple de petites lignes à ça ». Et évidemment, je rajoute également toutes les notions de nuances et motifs. Dire oui ou dire non, si c'est seulement oral, difficile de voir une différence. Mais dire non ou dire oui à une question au niveau de ton argent veut dire autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réalité entre ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire dans les résumés, dans les prises de notes, dans les textes. C'est tout beau, mais la gestion de changement, elle est beaucoup plus ardue qu'on le pense. Cependant, l'intérêt est là. Les conseillers, les conseillères, les associés voient la valeur ajoutée. Fait que ça, c'est le fun, on ne pousse pas à la renverse. Cependant, quand on arrive directement au client, à travers le Canada, et un usage avec des conseillers et conseillères qui ne sont pas des experts en intelligence artificielle, c'est là qu'on voit certains défis. Donc oui, on utilise des copilotes, oui, nos partenaires technologiques amènent de l'intelligence artificielle, mais l'utilisateur de terrain, il y a encore des bons défis d'adoption, qui n'est pas négatif, qui est même normal, et on est présentement au tout début de tout ça. Mais merci du partage. Simon, tu parlais tout à l'heure, tu disais que votre rôle, en fait, c'est vraiment pour aider les firmes d'investissement, private equity, investment banking, à augmenter, en fait, le human capacity, puis aider à faciliter la prise de décision, puis les processus. Parle-nous un petit peu des outils que vous utilisez pour les aider. Puis, est-ce que ces outils-là peuvent permettre d'avoir un avantage concurrentiel? Donne-nous un exemple ou deux sur c'est quoi les avantages. C'est oui. Très biaisé, mais essentiellement, je pense que Copilot a bonne presse dans l'audience. C'est assez utilisé, mais nous, on utilise différents large language models. On a beaucoup développé dans l'environnement de Cohere. On a travaillé aussi on est dans le startup programme de Google, fait qu'on a développé aussi avec Gemini puis avec OpenAI. Mais essentiellement, il y a trois termes. Il y a la partie, évidemment, efficacité et efficience. Quand je vais pouvoir parler, il y a la partie, je dirais, analyse et recommandation. Puis le troisième point, c'est partie on peut dire, de modèles prédictifs. Fait que un des use cases qui est assez utilisé dans le secteur de l'analyse financière, c'est la recherche de comparables. Je pense que c'est un très bon use case pour les large language models. Essentiellement, nous, ce qu'on était en mesure de faire en utilisant Cohere comme large language model, c'est de regarder, ils ont un API dans leur environnement de développement où est-ce qu'on peut mettre un URL de n'importe quelle entreprise, puis ça va faire un web crawl. Donc, on va pouvoir prendre le site web au complet de l'entreprise, tout ce qui a été publié sur le domaine de cette entreprise-là. Puis, après ça, avec du prompt engineering, on peut développer, dans le fond, un profil de cette entreprise-là. Donc, de dire, c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi les produits et services qu'elles offrent, c'est quoi les clients qu'elles ont, c'est quoi les marchés qu'elles desserrent, c'est quoi l'équipe de direction, la proposition de valeur unique.
Et suite à ça, dans le fond, on peut vectoriser, dans le fond, ce texte-là, si on peut dire, pour faire de la recherche de comparables. Fait que quand on parle d'efficacité, si vous avez déjà été dans un bullpen, dans une firme de M&A ou un private equity ou un investment banking, vous savez qu'il y a des analystes qui, à tous les jours, vont dans des Cap IQ, des pitch books, des IBIS World sur le web pour faire ce qu'on appelle un pitch book dans l'industrie. Donc, company overview, industry overview, valuation overview, c'est quoi les tendances. Et tout ça, on était capable d'automatiser ça, prendre un processus qui prend plusieurs heures, puis de le faire littéralement en quelques secondes, voire minutes. Et tout ce qu'on a de besoin, dans le fond, c'est un site web d'une entreprise. Évidemment, pour améliorer cette analyse-là, puis je pense que c'est le point super important en intelligence artificielle, c'est aussi bon que, l'information que tu vas donner. Donc, quand on fait une analyse qui est très générale, bien évidemment, tu vas avoir des résultats qui sont plutôt génériques. Mais dans le fond, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de créer un JSON file, donc un fichier avec beaucoup d'informations sur une entreprise, puis utiliser cette information-là pour faire des recommandations encore plus précises. Fait que le volet efficacité, je pense qu'il est à 100% là. On peut faire, oui, des requêtes qui sont plutôt simples dans Copilot ou dans ChatGPT, mais il y a vraiment une possibilité d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Le volet que j'aime bien aussi, c'est tout le volet qu'on pourrait dire de demander à l'IA de faire d'émettre des hypothèses. Donc, moi, j'aime mieux utiliser des hypothèses que des recommandations. Je pense qu'on n'est pas encore rendu au point où est-ce qu'on peut se fier aux recommandations, dans le fond, de l'IA pour des sujets où c'est important que des décisions d'investissement. Mais d'émettre des hypothèses, par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis, encore une fois, en lisant de l'information. Donc, je donne un exemple de use case. Nous, régulièrement, tous les jours, on peut traiter 50 000 press releases. Lire ces press releases-là, faire, dans le fond, ce qu'on appelle du name entity recognition, donc reconnaître, dans le fond, dans ce press release-là, les organisations qui sont citées, puis demander à l'IA d'émettre des hypothèses sur pourquoi l'entreprise A a acheté l'entreprise B. Et ce genre d'analyse-là, évidemment, c'est ce genre de truc, je pense, qui peut amener énormément de valeur pour un conseiller, pour un human in the loop. Tu sais, vous avez sûrement entendu parler de ce terme-là, donc d'avoir le conseiller qui prend, dans le fond, une partie du workflow que l'on fait manuellement actuellement, mais qui dit on va l'automatiser, ce premier 20 %-là, puis je vais prendre la balle au bon comme aviseur avec le premier 20 % de mon travail qui a déjà été fait pour moi. Fait que je pense que ça, c'est un très bon use case. C'est souvent aussi une recommandation que je fais aux gens, au lieu d'essayer d'automatiser un workflow de A à Z, puis d'essayer d'être parfait dès le jour 1, c'est d'y aller plus succinctement. Puis le dernier point, ça serait la partie modèle prédictif. Donc, nous, on utilise l'intelligence artificielle. Puis pour donner un avantage compétitif, dans le fond, pour revenir à ta question, bien, je pense que c'est d'avoir cette espèce de first mover advantage-là. Donc, davantage d'être le premier à rencontrer une entreprise, à déceler une opportunité. Donc, un cas très classique d'une firme de private equity qui voudrait identifier avant tout le monde une entreprise qui serait potentiellement sur le point d'être vendue dans les 24 à 36 prochains mois et qui pourrait représenter une très bonne opportunité d'investissement parce qu'il y a beaucoup de upside potentiel. Donc, l'IA, nous, on est en mesure d'utiliser l'IA pour faire ça. Donc, d'analyser beaucoup de données, de benchmarker l'entreprise, de la rouler sur un framework, donc sur un modèle que l'on a développé, puis de dire, bien, je pense que cette entreprise-là, concrètement, il y aurait des opportunités. Donc, plusieurs façons d'avoir un avantage compétitif en utilisant l'IA pour les gens qui veulent bien se donner le défi de le faire. Des belles opportunités pour aller se créer des avantages concurrentiels. Merci pour le partage. Donc, je parlais tout à l'heure de l'atelier qu'on avait ce matin et on a commencé à parler au fond de l'IA il y a à peu près 1 an. Puis ce que j'aime bien aujourd'hui, contrairement à il y a 1 an, c'est l'évolution de l'attitude des gens envers la discussion qu'on avait par rapport à l'IA. Justement, pour faire le point avec ma prochaine question pour toi, Réa, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA de façon responsable pour créer de la valeur sans déshumaniser le métier d'investissement ou d'investisseur ou d'un conseiller? Et aussi, quel rôle et responsabilité on a pour sensibiliser notre client ultime par rapport à cette utilisation-là? Si tu peux me partager un petit peu tes commentaires. Avant de commencer, au fait, je pense que les fonctions de l'IA, surtout dans la gestion de patrimoine ou la gestion de portefeuille, on pourrait les résumer en 4 différentes fonctions. Donc, soit l'évaluation, donc on veut évaluer un titre, un produit, soit l'optimisation de portefeuille, l'optimisation d'une décision, soit l'incitation, donc on veut inciter nos clients à choisir un produit ou un autre, ou l'inciter à un bon comportement, par exemple, ou le conseil et l'information, donc du conseil qui peut être donné au gestionnaire, par exemple. Mais dans tous ces fonctions-là, ce qui est important, je pense, pour justement s'assurer que notre IA agit d'une façon responsable, c'est de garder l'intérêt du client
en vue, donc de vraiment agir en l'intérêt du client. Oui, la performance est importante, mais ultimement, c'est l'intérêt du client qu'il faut garder en tête. Puis, j'ai peut-être juste résumé un peu les principes d'une IA responsable. Donc, à Mila, on fait beaucoup de travaux là-dessus. Puis, récemment, on a un nouvel institut Safety AI qui vient d'ouvrir. Donc, c'est des principes qui peuvent être appliqués dans différents secteurs, mais je pense qu'ici, c'est aussi très relatif à ce qu'on discute aujourd'hui. Donc, déjà, de s'assurer de l'équité envers les clients. Donc, on ne conseille pas un produit pour un client et un autre produit envers un autre, sans nécessairement tenir compte de l'équité entre les deux clients ou de la discrimination qu'on peut avoir. Donc, on sait que l'IA apprend des biais des humains. Donc, on ne voudrait pas, par exemple, marginaliser une population qui n'a pas eu accès dans le passé à des services financiers, puis ne pas lui offrir certains services, justement, dus au passé de nos interactions. La transparence est très importante. Je pense aussi que ça a été mentionné, donc de mentionner aux clients que vous êtes en train il y aura un enregistrement, que vous êtes en train de parler à un chatbot au lieu d'un humain, que cette recommandation a été faite par une IA et pas par votre conseiller. Donc, juste cette transparence d'être justement clair envers ses choix, ses décisions, envers son utilisation de l'IA, puis de donner le choix au client d'extraire, peut-être de ne pas accepter de recevoir cette information-là. C'est aussi dans l'optique d'autonomie. Donc, je pense que ici, c'est important, l'autonomie du client, de ne pas l'influencer par des incitatifs aussi d'aller vers un produit ou un autre, ou un investissement ou un autre. Donc, lui donner l'autonomie du choix, au fait de pouvoir aussi participer à sa décision. L'explicabilité, on en parle, puis ce qui est un peu... c'est que là, on commence à utiliser l'IA au-dessus de l'IA. Donc, on développe des modèles d'IA explicatifs pour pouvoir expliquer nos modèles IA initiaux. Donc, de pouvoir aller chercher, par exemple, les facteurs qui influencent le plus ma décision. Est-ce que c'est la géographie d'un client? Est-ce que c'est son comportement? Donc, ces modèles explicatifs qu'on appelle. Mais aussi autour de la confidentialité de l'information. Donc, comme on sait, on a besoin de données pour entraîner nos modèles. Les données sont souvent des données confidentielles qui sont peut-être dans un département ou sur une base de données, mais qui doivent être entraînées par des scientifiques de données qui sont dans un autre département. Donc, ce partage de données, même dans une même entreprise, peut mener à des risques de confidentialité et puis des risques de bris de données. Donc, justement, est-ce qu'on peut créer de nouvelles façons pour pouvoir partager cette donnée-là? Donc, je pense là, on a parlé de données synthétiques, donc d'utiliser l'IA pour créer des nouveaux jeux de données qui répliquent et qui ressemblent à nos jeux de données initiales. Ce qui est maintenant aussi très important avec l'IA générative, c'est tout ce qui est la désinformation, donc les hallucinations qu'on entend parler souvent, mais aussi le risque d'erreur. Puis là, je pense que ça touche plus aussi aux gestionnaires même, donc de justement pouvoir justifier ou même aller à la source de son information pour ne pas être à risque d'erreur d'information qui est partagée avec ses clients, donc qui pourrait arriver à un risque réputationnel surtout. Il y a récemment, en fait, en juillet, je pense que c'est fin juillet, que JP Morgan a annoncé son chatbot interne aux analystes. Je pense que c'était quand même une première, au fait, d'avoir un chatbot qui est spécifique aux analystes, donc qui leur donne de l'information, qui leur donne des solutions, des conseils, puis qui peuvent utiliser, au fait, donc qui peuvent utiliser d'une façon plus sécuritaire que d'utiliser des logiciels externes. Puis le problème aussi, puis peut-être qu'on parlera peut-être pas beaucoup ici, mais c'est l'impact que ça va avoir sur les emplois. Puis c'est quelque chose que JP Morgan aussi a mentionné, donc l'impact qu'on aura sur l'emploi des gestionnaires. Puis l'idée d'avoir fait un chatbot aux analystes et non directement aux clients, ça démontre aussi la capacité, puis la volonté de garder un humain, puis de garder l'analyste face au client directement, donc l'interface directe au client.
Donc merci. Donc j'entends bien, il y a quand même certaines limites, hein, mais dans tout ça, le rôle de l'humain est important pour la prise de décision, de l'investissement, mais aussi pour le oversight du processus. Alors, on reconnaît, puis vous avez tous bien présenté des cas d'usage, les opportunités et le potentiel de l'IA en termes d'investissement, mais il y a aussi, comme tu as commencé à le dire un peu, Réa, des limites à tout ça. Il y a aussi un cadre réglementaire qui n'est pas encore, ou qui est en train de se créer. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, si on peut commencer par toi, Simon. Selon toi, c'est quoi les défis et les limites liées à l'intégration de l'IA dans les pratiques d'investissement? Ben, je pense que le point d'hallucination, c'est un cas qui est quand même bien documenté, qui est bien connu. Il faut faire très attention à ça. Il y a des façons de remédier à ça, notamment, c'est qu'on peut demander de citer des sources. Maintenant, c'est possible de le faire. Nous, on utilise aussi des multimodèles, donc avoir un modèle qui regarde ce que l'autre modèle fait puis nous fait une recommandation si on est dans la bonne direction. Le concept de gold standard pour venir valider, entraîner nos modèles, puis voir si justement on est en train d'émettre des recommandations qui respectent les normes de l'organisation. Hallucination, clairement, est un enjeu. Je pense qu'il y a deux autres enjeux qui sont importants. Il y a un enjeu qui est simplement les large language models qui sont capables de faire ou ne pas faire. Je pense qu'actuellement, on essaie de faire résoudre tous les problèmes aux large language models. Nous, on a expérimenté beaucoup dans l'analyse et le traitement de chiffres, de données financières, puis avec certains très bons succès, là, souvent comme « wow, vraiment, c'est capable de faire ça », mais des fois, c'est pas capable de dire que 2, c'est plus grand que 1, là, littéralement. Là. Donc, un ratio financier, par exemple, qui devrait être supérieur à un autre ratio financier, bien, l'IA va pas le reconnaître, il va faire des recommandations qui sont contre-intuitives. Fait que ça, je te dirais que c'est quand même un enjeu de mettre ça dans les mains de personnes, justement, qui sont pas un analyste qui est formé à interpréter l'information. L'autre élément, je vous dirais, qu'on ne parle pas encore assez parce que l'adoption n'est pas encore super présente dans les organisations, mais ça peut devenir très rapidement un enjeu de computing power puis de coût. Je vais vous donner des exemples. Nous, on peut rouler des rapports où est-ce que simplement pour émettre le rapport avec des GPU dédiés, ça peut nous prendre 5-6 minutes. Puis ça, c'est sur un cadre d'utilisateurs bêta restreint d'une cinquantaine d'utilisateurs. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a plein de gens qui utilisent, dans le fond, même un copilote puis qui donne de l'information, des gros fichiers d'analyse à faire avec des prompt engineering de 3 pages, ben ça prend du computing power, ça prend du temps, puis ça coûte de l'argent. Les gens, on dirait qu'on a tendance à oublier ça, là, mais ça coûte de l'argent d'utiliser GPT. Là, donc, je pense que cet élément-là est clé. La partie confidentialité, sécurité des données, évidemment. Ces données-là, ben, à qui s'en vont? Quand on utilise, dans le fond, dans une organisation, un chat GPT, ben, on sait très bien que les données peuvent être réutilisées. Donc, tout cet élément-là, je pense qu'il faut mettre des cadres. En même temps, je pense qu'il ne faut pas trop réglementer. J'ai mon opinion là-dessus. Là. Ça ferait peut-être l'occasion d'un autre débat. Mais clairement qu'il y a des dangers, il y a des risques, il y a des limitations. Puis, de prétendre que les LLM, c'est la 7e merveille puis ça va tout régler, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut les utiliser pour ce qu'ils sont. Puis, comme je disais tantôt, commencer petit, valider, puis après ça, augmenter le scope. Merci. Puis toi, de ton côté, Jonathan, les défis que vous voyez, tu en as parlé un petit peu, l'intégration côté terrain, puis l'adoption. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous voyez en termes de l'intégration? Oui, il y a quelques autres défis. Encore là, dans les exemples très pratiques pour les gens dans la salle qui sont impliqués dans le domaine, il peut y avoir de la confusion entre les différents fournisseurs et leur propre logiciel d'AI. Tu as un Salesforce avec un Einstein, tu as un Microsoft avec du Copilot, tu vas avoir différents logiciels avec différents AI. Puis là, tu as encore là la personne utilisateur qui essaie de tout mettre ça ensemble, puis qui peut avoir des messages qui sont parfois contradictoires ou des logiciels qui ne sont pas toujours straight through. Donc, les Language Processing Models qui doivent travailler avec d'autres Language Processing Models, on a de l'air de Star Trek en disant ça, mais la réalité, c'est qu'on a des questions aujourd'hui de certains de nos conseillers ou associés qui vont éventuellement nous dire lequel que je devrais suivre. Donc, ça, c'est un exemple de défi sans solution réelle aujourd'hui, mais un enjeu qu'on voit. Tu avais donné tout à l'heure, quand on se parlait, tu avais donné un bon exemple là, par rapport au calendrier. Oui, bien c'est ça. Quelqu'un pourrait utiliser, exemple, un CRM qui met des tâches dans un calendrier en fonction des interactions clients. Et il y a Outlook qui a un Copilot qui peut te mettre des tâches de ton calendrier.
Et après ça, il peut y avoir tes enfants et ta famille qui te mettent des tâches aussi dans le calendrier. Donc, il faut que tu regardes tout ça ensemble à la fin de la journée. Tu t'écoutes qui? Normalement, ta conjointe. Mais sinon, tu écoutes l'intelligence artificielle, mais tu ne sais pas lequel. Donc, c'est vraiment encore là des choses très tangibles qui, lorsque vous allez voir des fournisseurs, vous travaillez avec des grandes institutions ou même des petites institutions, c'est juste simplement dire, OK, vous utilisez quoi présentement comme Language Processing Model? Comment il est utilisé? Et si vous arrivez avec une proposition, comment ça s'harmonise? J'ai encore rarement vu ça dans certaines des présentations qu'on a eues. Crésus en tient compte, certains fournisseurs sont capables de travailler avec ça, mais je vous encouragerais à le mettre de l'avant parce que c'est ce que nous, on pense. On ne le dit pas toujours, mais la première chose, c'est de dire, oh, c'est intéressant, mais comment ça va fonctionner avec le reste de ce qu'on a aujourd'hui? Oui. Et donc, c'est un défi réel que je vous encourage à nous aider à répondre. Merci, Jonathan. Et donc, là, on a parlé un petit peu, tu as commencé à aborder dans ce sens-là. Le cadre réglementaire n'est pas encore très défini en ce qui a trait à l'IA. Il y a encore des choses, des enjeux à ce sujet-là. Mais j'aimerais vous entendre aujourd'hui, si on peut commencer par toi, Vincent, puis Réa, tu peux compléter aussi avec ton expérience. C'est quoi le cadre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes de cadre réglementaire? Puis si on parle particulièrement au niveau de la gestion de patrimoine, comment tu vois ça, Vincent? Très, très bonne question. Je ne suis pas le régulateur, donc je ne peux commenter moi-même, je peux juste vous donner ma perspective. C'est-à-dire, on sait qu'au Canada, du moins, l'usage de l'IA n'est pas réglementé. Certes, il y a des directives récentes au niveau du régulateur, qu'il soit canadien, même de l'AMF récemment. Ceci étant dit, on a échangé sur quelques éléments. Pour moi, le premier, c'est former l'IA, c'est de former avec des données qui sont sûres et fiables. Puis il y a un enjeu avec ça, c'est la confidentialité des données qui sont associées à la formation du modèle. Donc, comment on s'assure vraiment qu'on peut faire tout ça de façon sécuritaire et de façon où on assure la confidentialité des données clients. Nous, chez Crésus, on étudie la possibilité d'utiliser des données synthétiques. Mon équipe travaille sur le sujet depuis très longtemps. C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet que si on peut débloquer, va nous permettre de vraiment pouvoir former des modèles et vraiment assurer donc la confidentialité des données. Ça, c'est un point. Pour moi, l'autre élément, c'est une question de responsabilité. Aujourd'hui, ce que dit la réglementation, c'est qu'au final, human in the loop, c'est le conseiller, c'est la firme qui est responsable d'assurer que les bonnes décisions sont prises dans son rôle fiduciaire, la façon dont on gère l'argent de ses clients. Demain, qu'est-ce que ça sera? Donc, sachant qu'il y a des modèles d'intelligence artificielle, est-ce que la responsabilité va toujours être au niveau de l'utilisateur, du conseiller? Est-ce que ça va être une question de responsabilité au niveau de la firme ou des partenaires technologiques comme Crésus? Donc, c'est des sujets évidemment ouverts. On ne sait pas comment ça va se positionner. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que un des premiers marchés qu'on suit, nous, chez Crésus, qui a réglementé l'IA dans le secteur des services financiers, c'est en Suisse, fait que c'est tout récent. Mais quand on regarde la réglementation qui vient de sortir de FINMA en Suisse, puis qu'on compare avec les directives qu'on voit ici au Canada, il n'y a pas des différences énormes. Donc, après, comment on va enforcer ça? Donc, je sais qu'avec Jonathan, on parlait de ça, comment le régulateur peut se positionner par rapport à même juste un outil de prise de notes. Où est la responsabilité et comment tout ça va s'opérer, c'est encore inconnu. À voir, oui. Réa? Oui. Justement, je pense qu'il y a plusieurs géographies qui ont leur propre cadre. Ici, à Montréal, c'est sûr, il y a l'AMF qui fait beaucoup de travaux là-dessus, puis qui a publié cette année des recommandations sur l'utilisation responsable de l'IA. Au-delà aussi, je pense, de l'utilisation de l'IA, il y a aussi les risques de stabilité financière que l'utilisation de l'IA peut déstabiliser, disons. Puis c'est des travaux qui se font au niveau de l'IOSCO, donc disons l'équivalent international de l'AMF. Mais oui, en gros, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de recommandations. Ça va un peu dans tous les sens, mais il n'y a pas encore une régulation plus légale. On l'a vu arriver en Europe, donc cette année avec le EU AI Act.
Il y a aussi des organismes en Europe qui font la vérification, la certification de qualité de certains modèles, donc comme Bureau Veritas, qui est en Europe depuis je pense même depuis avant l'arrivée de l'IA. Il y a quand même sûrement des normes à suivre. Donc, il y a la Déclaration de Montréal sur une IA responsable qui a été publiée en 2018. Il y a les travaux de l'AMF, les travaux de l'IOSCO. Il y a aussi en mai, au fait, le gouvernement du UK a travaillé sur un document avec la participation du MILA sur, encore une fois, des recommandations pour une IA responsable, spécifiquement sur l'IA générative. Donc, je ne sais pas d'un point de vue d'utilisateur, mais déjà, je trouve que c'est un peu complexe et peut mener sûrement à la confusion des utilisateurs. Puis c'est une chose d'avoir des recommandations, des normes, mais c'est aussi la mise en place qui est encore un peu ambiguë. Donc, ça veut dire quoi, ne pas discriminer envers un client ou un autre? C'est cette implémentation de suivi qui peut être faite par des normes ou par des revues, mais qui peut aussi être implémentée dans les modèles mêmes en termes de drapeau rouge, par exemple, si on dépasse une certaine limite ou autre. Donc, oui, c'est encore un terrain de jeu qui est à explorer. On a beaucoup de travail à faire du côté réglementation pour arriver à quelque chose de cohérent, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de travaux qui se font, des recommandations, mais pas encore un cadre bien défini à ce sujet-là. Exactement. Donc je vais le temps filer, on va avoir le temps de peut-être prendre une ou deux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant de vous remercier? Je ne vois pas de main levée. Donc, soit qu'on était vraiment très clair ou vraiment très boring, mais je vais y aller avec très clair. J'ai peut-être une dernière question rapidement. Donc, si vous avez en un mot à dire, selon vous, est-ce que les investisseurs, les conseillers perçoivent l'IA comme étant une opportunité ou une menace? En un mot. Commence par toi, Jonathan. Mon mot, c'est opportunité. Puis, comment ils le perçoivent aujourd'hui, c'est vraiment un gain d'efficacité de temps pour améliorer leur expérience. Le temps, c'est la commodité la plus précieuse qu'on a tous. On a tous 24 heures dans une journée. Fait que présentement, ils sont vraiment dans un mindset de je peux économiser du temps avec ça, puis je peux rendre ma pratique plus efficace. Opportunité. Opportunité, menace si on l'ignore. OK. Simon. Je dirais opportunité, clairement, puis avantage compétitif si c'est bien utilisé. Super, Réa. Je dirais opportunité aussi, mais je répéterai ce que j'ai dit par rapport à garder le client en premier, avant la performance, avant tout le bien-être du client en premier. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie tous les quatre pour vos interventions et pour le partage. Merci à tous.